Je m'appelle Laurent Dubois et j'ai passé 18 ans marié à Juliette, dans la banlieue de Lyon. Laissez-moi vous raconter comment je me suis retrouvé planté sur mon propre Porsche comme un étranger. J'ai servi 8 ans dans l'armée de terre, 2 déploiements, au Mali puis en Afghanistan. Après avoir quitté le service, j'ai pris un poste dans une entreprise de sécurité privée dans le quartier d'affaires de la Pardieu. Du travail sous contrat, des audits d'infrastructures, de la protection de sites d'entreprise, un salaire correct, stable, pas glamour, mais j'étais doué pour ça. Et j'étais présent tous les jours sans exception. Juliette et moi nous sommes rencontrés lors d'un barbecue de l'amicale des anciens combattants en 2007. Elle avait 24 ans, riant à une blague de son ami. Et quand elle s'est retournée et m'a regardé, je me suis dit, c'est la bonne. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Lucas est arrivé en premier, puis Margot. Pendant un temps, c'était vraiment bien. Les samedis matins au parc de la Tête d'Or avec les enfants. Juliette préparant de la citronnade fraîche sur la terrasse pendant que je m'occupais de la plancha. Lucas apprenant à faire du vélo dans notre rue résidentielle pendant que Margot était assise sur mes épaules en applaudissant. Je ne sais pas exactement quand les choses ont basculé. Ces choses-là ne s'annoncent pas. Mais quelque part autour de notre 12e année de mariage, Juliette a cessé de voir ce que je faisais pour commencer à voir ce que je n'étais pas. Je rentrais après une garde de 14 heures, une évaluation de failles de sécurité sur 3 sites à travers tout le département, 200 km au compteur, et elle levait à peine les yeux de son téléphone. Comment s'est passée ta journée? Longue. J'ai dû réécrire tout le protocole de sécurité pour. C'est juste ton travail, Laurent. C'est ce que tu es censé faire. Pas cruelle, pas bruyante, juste dédaigneuse. Comme si je lui avais dit que j'avais sorti les poubelles. J'ai laissé couler. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On se dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle gère les enfants. Qu'elle est stressée par son poste de secrétaire médical au cabinet dentaire de l'avenue des Frères Lumière. On classe ça dans un coin de sa tête, mais les dossiers n'ont cessé de s'empiler. J'ai reçu une lettre de félicitations de mon entreprise, pour le meilleur taux de fidélisation de clients de toute la région. J'ai ramené la lettre à la maison, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine où elle pourrait la voir. Ce soir-là au dîner, j'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle a parlé de la nouvelle voiture d'une collègue pendant 20 minutes. La lettre était cachée sous un sac de courses le lendemain matin. Je l'ai trouvée 2 jours plus tard, froissée là où une boîte de tomates en conserve avait été posée dessus. Tu as vu la lettre de la boîte, ai-je demandé. Laquelle? Les félicitations. Ah oui, c'est bien. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. C'est bien. 2 mots pour 10 ans de travail. Les vendredis soirs à 21h30. C'était à ce moment-là que ça se passait. Pas parce qu'on se désirait, mais parce que c'était vendredi et que c'était au planning. Rapide, mécanique, lumières éteintes. Elle se retournait ensuite et regardait son téléphone. Je restais allongé là, à fixer le ventilateur de plafond, comptant les rotations. 12, 13, 14. J'ai arrêté de compter après un moment, j'ai arrêté de tendre la main vers elle. Elle n'a jamais remarqué la différence. Puis Béatrice a emménagé dans la maison d'à côté. Béa avait 51 ans, en pleine séparation de son mari après 22 ans de mariage. Elle est arrivée avec 2 valises et une bouteille de chardonnay, et a frappé à notre porte le 2e soir. Juliette a ouvert, et à 21h, elles étaient sur la terrasse arrière, et je pouvais entendre la voix de Béa à travers la porte vitrée. Basse, complice, comme une femme partageant des informations classées défense. Il ne t'apprécie pas à ta juste valeur, Juliette. Je le vois bien depuis l'autre côté de la clôture. Arrête de lui donner de l'attention. Crois-moi, il va te courir après. Les hommes sont simples. Ils ne veulent que ce qu'ils ne peuvent pas avoir. J'étais dans le salon en train de nettoyer mes chaussures de chantier. J'ai entendu chaque mot. Voici ce qu'il faut savoir sur les hommes qui ont fait l'armée. Nous ne réagissons pas à la provocation. Nous observons. Nous cataloguons. Nous patientons. Ce n'est pas de la patience. C'est de l'entraînement. La patience s'épuise. Pas l'entraînement. En l'espace de 2 semaines, l'atmosphère de la maison a changé. Juliette a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, elle a cessé de me préparer à dîner.
Elle se faisait une assiette pour elle et les enfants, et laissait les plaques de cuisson froides à mon retour. Elle s'asseyait à l'autre bout du canapé, téléphone en main, comme si j'étais une lampe que quelqu'un avait oublié de débrancher. Si je posais une question, j'avais droit à une réponse en un mot. Si je m'asseyais à côté d'elle, elle se levait et glissait vers la cuisine. Elle s'est mise à laisser traîner des reçus sur le plan de travail, des passages chez le coiffeur, de nouveaux vêtements, des cours de yoga auxquels elle s'était inscrite. Pas parce qu'elle voulait que je les voie, mais parce qu'elle avait complètement arrêté de se soucier de ce que je pouvais voir. J'ai tout remarqué. Et je n'ai rien fait. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je ne cours après personne. Je ne l'ai jamais fait. Un homme qui court après une femme qui s'éloigne de lui a déjà perdu. Ce n'est pas de la fierté. C'est mathématique. Lucas l'a remarqué en premier. 16 ans et plus perspicace que nous deux réunis. Papa, maman et toi, ça va? On va bien, Lucas. Vous ne vous parlez plus au dîner. Tu racontais des histoires sur ton travail avant. Celle sur le gars qui avait laissé la salle des serveurs ouverte. Certaines semaines sont plus calmes que d'autres. Il m'a regardé de la même façon que je regardais mon chef de section quand le briefing ne correspondait pas au terrain. Comme s'il savait que je mentais mais me respectait assez pour ne rien dire. Béa venait tous les soirs, sans exception. 19h20, terrasse. J'entendais des bribes à travers les murs pendant que j'aidais Margot avec ses devoirs de maths sur la table de la cuisine. Traite-le comme un colocataire. Arrête de faire le premier pas, oblige-le à faire des efforts. Tu t'en sors à merveille, Juliette. Il va craquer d'un jour à l'autre. Margot, 11 ans, des couettes, obsédée par la biologie marine, capable de nommer toutes les espèces de tortues de mer, levait le nez de son cahier. Pourquoi Madame Béa est toujours là, papa? Elle tient compagnie à maman, ma puce. Maman n'a pas l'air heureuse quand elle est là. On dirait qu'elle révise pour un examen. La vérité sort de la bouche des enfants. Je veux que vous compreniez quelque chose. Béa n'était pas foncièrement mauvaise. Elle était blessée. Son propre mari l'avait quittée et elle faisait ce que font les personnes blessées, répandre leur douleur pour ne pas être les seules à la porter. Mais comprendre pourquoi quelqu'un empoisonne le puits ne rend pas l'eau potable pour autant. 3 mois après le début des séances nocturnes avec Béa, ma mère est décédée. Marguerite Dubois, 74 ans, une attaque cérébrale à la table du petit déjeuner dans la maison où j'ai grandi, un pavillon des années 70 à Sainte-Foy-les-Lyons. Mon père était parti 6 ans avant elle. J'entretenais cette maison depuis. Tondre la pelouse, réparer la chaudière, remplacer les lattes de la terrasse chaque printemps. Personne n'y vivait, mais je ne pouvais pas m'en séparer. Il y a des choses dont on prend soin parce qu'elles ont pris soin de nous. J'ai dit à Juliette que je devais y aller en voiture pour l'organisation des obsèques. Elle était sur le canapé avec son téléphone. Je ne peux pas venir, Laurent. Je garde les enfants. Lucas avait 16 ans. Margot en avait 11. Ils n'avaient pas besoin de surveillance. Ils avaient besoin d'une mère qui soutienne leur père. Mais je ne l'ai pas dit. D'accord. J'ai pris mon sac et j'ai pris le volant. L'enterrement a été intime. Quelques voisins, des amis de la paroisse de ma mère, mon cousin venu d'Annecy. Je me tenais près du cercueil dans mon seul beau costume et je repensais à la dernière fois que je lui avais rendu visite seule, 3 semaines avant son attaque. Elle avait préparé du café, s'était assise en face de moi à la table de la cuisine et avait posé sa main sur la mienne. Tu as l'air fatigué, mon grand. Je vais bien, maman. Non. Elle a serré ma main. Tu as le même regard que ton père l'année avant qu'il n'arrête de me parler des choses qui comptaient. Elle savait. Pas les détails, ni Béatrice, ni la stratégie, ni le planning du vendredi, mais le poids de tout ça. Elle pouvait le lire dans mes épaules, dans ma façon de boire mon café trop vite, de vérifier mon téléphone trop souvent et de rire avec une demi-seconde de retard. Et elle n'a jamais dit un mot, parce que c'est ce que font les mères. Elles voient la blessure et prient pour qu'elle guérisse d'elle-même. Et elles emportent cette prière dans la tombe. Après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans cette maison vide. Son fauteuil près de la fenêtre, la tasse de café de mon père toujours dans le placard. Celle avec l'inscription « Le mari le plus correct du monde » que je lui avais offerte pour plaisanter en 2011. L'horloge murale dont le tic-tac était assez fort pour être entendu de chaque pièce.
Je me suis assis dans son fauteuil et j'ai regardé la rue où j'avais appris à faire du vélo. Le vieux chêne où Lucas grimpait quand nous venions en visite. La boîte aux lettres avec les rosiers que ma mère avait plantés l'année de mon déploiement. Quelque chose a basculé. Pas une dépression, pas un coup de foudre, juste une pensée claire et glaciale. Le genre qui se forme tout au fond de vous et remonte lentement. Ma mère a passé les dernières années de sa vie à me regarder faire semblant d'être heureux. Et elle est morte en portant ce fardeau parce que je n'ai jamais eu le courage de le déposer. Je suis rentré chez moi le lendemain matin. Différent. Lundi, 5 heures du matin. J'ai lassé des chaussures de course que je n'avais pas portées depuis 3 ans et je suis sorti par la porte de derrière avant que le soleil ne se lève à l'horizon. 8 kilomètres le long des quais du Rhône. Juste moi, les mouettes, le son de ma respiration et le fleuve prenant des reflets argentés dans la pénombre. Juliette s'est réveillée dans un lit vide. Elle n'en a pas dit un mot. Mardi, 5 heures. 10 kilomètres, plus rapide cette fois. Mercredi après le travail, j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. J'ai arraché les mauvaises herbes des parterres de fleurs que ma mère entretenait à genoux chaque samedi. J'ai frotté le sol de la cuisine avec le même produit qu'elle utilisait, j'en ai trouvé un demi-flacon sous l'évier. J'ai remis d'aplomb la moustiquaire qui pendait de travers depuis février. Jeudi, Margot a demandé au petit déjeuner, « Tu vas où le matin, papa ?» Courir. Je pourrais venir un jour ? Quand tu seras un peu plus grande, ma puce. Elle a hoché la tête très sérieusement. Je vais m'entraîner. Vendredi, 21h30 sont arrivés et passés. J'étais dans le garage en train de réorganiser mes outils, de trier les douilles par taille, comme mon père me l'avait appris. Juliette est apparue dans l'encadrement de la porte, et restée là une bonne minute à me regarder. Je n'ai pas levé les yeux. Elle est retournée se coucher sans un mot. Samedi, j'ai conduit jusqu'à Sainte-Foy et j'ai repeint le porche de la maison de mes parents. J'ai poncé les rambardes jusqu'à ce que le vieux bois apparaisse, lisse et chaleureux. J'ai installé de nouvelles serrures, de bonnes serrures, le genre qui ne se bloque pas avec l'humidité. Karim, mon plus vieil ami, nous avions servi ensemble au Mali, et qui dirige maintenant une entreprise d'espace vert à Vénissieux, est passé avec un pack de panachés et s'est assis sur les marches pendant que je travaillais. Tu retapes cet endroit pour le vendre ? Non. Pourquoi faire, alors ? Je m'assure qu'il soit prêt. Il n'a pas demandé prêt pourquoi. Karim a passé 8 ans à analyser des pièces et des silences. Il a compris. Lucas a commencé à venir après le lycée. Il garait son vélo sur le trottoir et s'asseyait sur le porche pour faire ses devoirs pendant que je remplaçais les plaintes à l'intérieur. Un après-midi, il m'a surpris debout dans l'encadrement de la porte de la chambre de ma mère, fixant simplement le cadre de lit vide. « Papa, ça va ?» J'ai posé le marteau, j'ai regardé mon fils, 16 ans, déjà plus grand que moi, la mâchoire de mon père et les yeux sereins de ma mère. Mieux que ça. Il a hoché la tête lentement, et retourné à son manuel d'histoire, mais j'ai regardé ses épaules se relâcher, comme s'il s'était préparé à un impact et qu'il entendait enfin le signal de fin d'alerte. De retour chez nous, Juliette perdait pied. Pas bruyamment, ce n'était pas son genre, mais je savais lire les signes comme je lisais autrefois le terrain. Elle commençait une phrase et s'arrêtait. Elle restait plantée dans l'encadrement de la porte de la cuisine à me regarder manger, puis partait avant que je ne lève les yeux. Elle prenait son téléphone pour m'envoyer un message, puis le reposait. Le plan échouait. Je ne courais pas après elle. Je ne suppliais pas. Je ne posais même pas de questions. J'étais simplement ailleurs. Présent pour les enfants, absent pour le mariage, et elle n'arrivait pas à savoir quel fil couper. Béa était là tous les soirs. Une voix pressante désormais, dépouillée de son assurance des premiers jours. Mais les bouchées doubles. Sois plus glacial. Il te teste, Juliette. Si tu craques maintenant, il gagne. Les hommes comme lui, les profils militaires, ils ont besoin de se prendre le mur. Ne flanche pas. Juliette est devenue plus glaciale. Elle a arrêté de dire bonjour. Elle a arrêté de mettre un couvert pour moi au dîner. Je rentrais et je mangeais debout au comptoir, ce qui m'allait très bien. J'avais mangé dans des conditions bien pires. Elle a verrouillé la porte de la chambre la nuit. J'ai dormi sur le canapé sans faire de commentaires. Puis un jeudi, elle a franchi un cap.
Je suis rentré et j'ai trouvé mes affaires dans le garage, des vêtements dans des sacs poubelles noirs, la montre de mon père, mes médailles militaires, celles que j'avais gagnées dans des endroits dont elle ne savait même pas prononcer le nom. Les photos encadrées de Lucas et Margot qui étaient sur ma table de chevet, le tout empilé à côté de la tondeuse à gazon et des vieux pots de peinture, comme des objets sortis pour un vide-grenier que personne n'avait demandé. Et le code de la porte avait changé. Voyant rouge, voyant rouge. 30 secondes sur le porche. Vous savez ce que j'ai ressenti? Pas de la rage, pas le cœur brisé, mais du soulagement. Parce qu'une porte verrouillée est un ordre clair. Et j'ai toujours été doué pour suivre les ordres, même ceux qui viennent du mauvais officier commandant. J'ai appelé Maître Sylvie Rousseau. Maître Rousseau, c'est Laurent Dubois. J'ai trouvé votre numéro lundi. J'aimerais qu'on avance. Passez demain matin, 8 heures, Monsieur Dubois. Oui, maître. J'ai conduit jusqu'à Sainte-Foy. La lumière du Porsche fonctionnait. J'avais remplacé cette applique la semaine précédente. La clé a tourné en douceur. La maison sentait la peinture fraîche et la cire à bois, avec quelque chose de plus ancien en dessous, comme le fantôme des rôtis dominicaux de ma mère vivant encore dans les murs. Je me suis assis sur les marches de derrière. La colline derrière la maison offre une vue sur le sud de l'agglomération lyonnaise. Les lumières de la ville, la lueur de la raffinerie de Féizin de l'autre côté du fleuve. Les phares rampants sur le pont de l'autoroute. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts. Le nom de ma mère y était toujours. Je n'arrivais pas à l'effacer. Celui de mon père aussi. Ma femme m'avait enfermé dehors de ma propre maison. Karim dormait, le téléphone dans ma main, les lumières de la ville en contrebas, personne à appeler. Je l'ai posé sur la marche et j'ai regardé les lumières jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. 20 minutes plus tard, le téléphone a vibré. Margot. Papa, pourquoi tu n'es pas à la maison? Ma gorge s'est serrée. J'ai pressé ma paume à plat contre la rambarde du porche jusqu'à ce que le grain du bois s'enfonce dans ma peau. Je serai toujours tout prêt, Margot, tu m'entends? N'importe quand, de jour comme de nuit, tu m'appelles. Maman a dit que tu nous avais abandonnés. Je ne vous ai pas abandonnés. Ni toi, ni Lucas. Je suis juste ici, à Sainte-Foy. Tu connais cette maison. La maison de mamie? Oui, ma chérie. La maison de mamie. Un silence pendant un instant. Je pouvais l'entendre respirer. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. 11 ans. Appeler son père à 10 heures du soir parce que sa mère lui a dit qu'il était parti. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis là jusqu'à ce que la minuterie éteigne la lumière du Porsche, et je n'ai pas bougé pour la rallumer. Lucas a envoyé un message à sa mère cette nuit-là. Il m'a montré l'échange le lendemain matin, debout dans l'allée à Sainte-Foy, avec son sac à dos de cours sur les épaules, le visage fermé. Tu l'as enfermé dehors? Tu es folle, Juliette? C'était l'idée de Béa pour lui montrer ce qu'il perdrait. Il n'a rien perdu. Toi, oui. 16 ans. 3 SMS. Plus clair que 18 ans de mariage n'ont jamais réussi à l'être. Vendredi matin, 8 heures, cabinet de Sylvie Rousseau dans le centre de Lyon. Petite pièce, bureau impeccable, diplôme au mur, la lumière du matin filtrant à travers les stores en bois. Elle avait environ 60 ans, les cheveux gris tirés en arrière, des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle ressemblait à une institutrice. Elle parlait comme quelqu'un qui avait gagné plus d'affaires qu'elle n'en avait perdu. 18 ans de mariage, 2 enfants mineurs. Elle a changé le code d'accès de la porte et a placé vos effets personnels dans le garage. Oui, maître. Et ce, sur les recommandations d'une voisine. Une voisine qui traverse elle-même un divorce. Elle conseille votre femme tous les soirs depuis 3 mois. Sylvie a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau. Monsieur Dubois, en 26 ans de droit de la famille, j'ai vu ce schéma exactement 11 fois. Ça ne se termine jamais comme la conseillère le promet. Elle a déposé la requête en divorce avant la fin de la journée. 2 jours plus tard, Juliette est venue en voiture jusqu'à Sainte-Foy. J'ai observé sa voiture depuis la fenêtre de la cuisine. La même Peugeot, la même bosse sur le pare-chocs arrière faite sur le parking du supermarché il y a 3 ans. Elle a monté les marches du Porsche que j'avais repeint et s'est tenue devant la porte d'entrée.
Je l'ai ouverte. Elle paraissait plus petite, fatiguée autour des yeux, comme quelqu'un qui a joué un rôle pendant si longtemps qu'elle a oublié que c'était une représentation. Et maintenant les lumières s'étaient rallumées et le théâtre était vide. Je ne pensais rien de tout ça, Laurent. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Je ne me suis pas écarté. C'est bien ça le problème, Juliette. Rien de tout cela ne venait de toi. Chaque mot était le sien. Tu as arrêté de me demander comment s'était passée ma journée parce que Béa te l'a dit. Tu as arrêté de cuisiner parce que Béa te l'a dit. Tu as mis mes médailles dans le garage parce que Béa te l'a dit. Tu as changé le code de notre porte pour Béa. À quand remonte la dernière fois où tu as eu une seule pensée sur notre mariage qui ne sortait pas de la bouche de cette femme? Elle a entrouvert les lèvres, les a refermées, ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant une demi-seconde, j'ai revu la jeune femme du barbecue des anciens combattants. 24 ans, riante. Pas de plan caché, pas de séance de stratégie de manipulation derrière mon dos avec du vin. Mais seulement une demi-seconde. J'essayais de nous sauver, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu essayais de me faire te courir après. Je ne cours après personne, Juliette. Tu as épousé un soldat. Nous ne battons pas en retraite et nous ne poursuivons pas. Nous tenons la ligne jusqu'à ce qu'il soit temps de bouger. J'ai regardé par-dessus son épaule en direction de la rue. Et il est temps. Elle est restée sur ce porche pendant encore une bonne minute, fixant les rambardes fraîchement poncées, la nouvelle serrure, le parterre de fleurs où les roses de ma mère commençaient tout juste à percer la terre. Puis elle s'est retournée et a marché jusqu'à sa voiture sans ajouter un mot. Béa a appelé le lendemain matin, a laissé un message vocal. Quelque chose sur des malentendus, qu'elle n'avait jamais voulu interférer et que nous avions juste besoin de communiquer. J'ai bloqué le numéro avant la fin du message. Le divorce a été prononcé par le juge des affaires familiales Monsieur Mercier au tribunal judiciaire de Lyon. Une procédure calme. Sylvie a présenté la chronologie, le fait que j'ai été enfermé dehors, l'aliénation croissante, l'influence documentée de la voisine, les déclarations des enfants. Pas de drame, juste des faits alignés bout à bout comme les pierres d'un chemin. Lucas a demandé à parler. Le juge l'a autorisé. Mon père n'est pas parti, monsieur le juge. Ma mère l'a enfermé dehors de sa propre maison parce qu'une voisine lui a dit de le faire. Et mon père, il n'a pas crié. Il n'a rien cassé. Il est resté sur le porche pendant 30 secondes. Et puis il est allé dans une maison dont il a pris soin toute sa vie parce que c'est ce qu'il est. 16 ans, debout dans une salle d'audience, dans sa chemise d'école au col repassé, la voix assurée, les mains le long du corps comme un soldat au repos. Et je ne lui avais jamais appris ça. Il le savait, tout simplement. J'ai fixé le sol, car si j'avais regardé mon fils, j'aurais perdu la moindre once du sang-froid que j'avais mis 30 ans à forger. Le juge a rendu une décision équitable. J'ai gardé la maison de mes parents avec la garde principale les jours d'école. Juliette a gardé la maison familiale, un week-end sur 2. Margot s'est adaptée plus vite que ce que nous espérions tous. Elle a installé ses livres de biologie marine sur l'étagère de mon ancienne chambre. Elle a scotché un poster de baleine bleue au-dessus de son lit. Elle a disposé sa collection de coquillages le long du rebord de la fenêtre, ce qu'elle avait ramassé sur les plages de la Méditerranée au fil des ans. Le premier samedi matin, elle est arrivée à pas de loup dans la cuisine, en chaussettes, pendant que je faisais des œufs brouillés. Cette maison est silencieuse, papa. Trop silencieuse? Non. Elle s'est assise à table, la table de ma mère. Un bon silence. Lucas a pris la chambre de l'autre côté du couloir. Son ordinateur portable, sa guitare et une photo encadrée de nous quatre à l'époque où Margot était bébé. Il l'a posée sur le rebord de la fenêtre, tournée vers la rue, comme s'il voulait que le quartier sache que nous étions toujours là. Juliette est restée dans la maison. Béa est venue de moins en moins souvent. Son propre divorce avait mal tourné. L'avocat de son mari avait déposé une demande reconventionnelle, avait obtenu la maison, et l'avocat de Béa l'a laissé tomber en plein milieu de la procédure. En mars, Béa a fait ses valises et a quitté le quartier. Aux dernières nouvelles, elle louait un studio dans un autre arrondissement. Pas de terrasse, pas de vin, personne à coacher. Juliette sans Béa, c'était comme une radio dont on aurait coupé le signal. Elle m'envoyait des messages de temps en temps, de courts textos sur les emplois du temps des enfants, de la logistique, polie, distante.
Puis un soir, un mois après la signature définitive des papiers, elle a envoyé quelque chose de plus long. 3 paragraphes. Sur la façon dont elle s'était sentie perdue. Sur le fait que les théories de Béa semblaient logiques après 2 verres de vin. Sur le fait que notre famille lui manquait. Sur le fait qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait été la voix de quelqu'un d'autre pendant près d'1 an. Je l'ai lu assis sur les marches arrière à Sainte-Foy. La même colline, les mêmes lumières de la ville, le même téléphone. Mais cette fois-ci, quand j'ai réfléchi à qui appeler, la liste n'était pas vide. Lucas était dans sa chambre en train de jouer de la guitare. Margot était endormie avec un livre de la bibliothèque sur les pieuvres posé sur sa poitrine. Karim n'était qu'à un texto de moi. Je n'ai pas répondu à Juliette, pas pour la punir, mais parce qu'il n'y avait rien que je puisse dire que le tribunal n'ait déjà dit pour nous deux. Certains vendredis soirs, une fois Margot endormie et la guitare de Lucas silencieuse à travers le mur, je m'assieds sur ses marches arrière. La maison est solide, peinture neuve, toit étanche, cour propre, les roses repoussent le long de la clôture. L'horloge à l'intérieur fait toujours un tic-tac assez fort pour être entendu de chaque pièce. Ça ne me dérange plus. Ça sonne comme quelque chose qui compte le temps pour moi, et non contre moi. Je cours tous les matins à 5 heures. 10 kilomètres le long des quais, le soleil se levant sur Lyon. Les mouettes connaissent mon itinéraire maintenant. Parfois, Margot fait du vélo à mes côtés sur le premier kilomètre avant de faire demi-tour, me faisant signe de la main par-dessus son épaule en lâchant le guidon des 2 mains, ce qui me fait peur à chaque fois. Lucas m'a demandé un jour après le dîner, assis sur les marches du porche là où Karim aime s'asseoir avec son panaché, « Papa, est-ce qu'elle te manque ?» J'y ai réfléchi, pas juste pour lui faire une réponse de façade, j'ai vraiment pesé la question. Celle qu'elle était avant que quelqu'un lui dise qui être me manque. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là à regarder les lampadaires s'allumer un par un dans la rue. La même rue, les mêmes lumières, un homme différent pour les regarder. 18 ans, 2 enfants, un seul code de porte. C'est tout ce qu'il a fallu pour rendre les choses officielles. Mais la porte se fermait depuis des années. Centimètre par centimètre, soirée après soirée. À chaque fois que Béa servait un autre verre et que Juliette écoutait au lieu de regarder l'homme assis à 3 mètres d'elle. Et la maison où personne ne vivait. Celle que je peignais et réparais chaque printemps parce que c'est ce que ma mère aurait voulu. Il s'est avéré que c'était la seule porte qui était restée grande ouverte depuis tout ce temps.